Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité de la mi-journée. Mais avant, voici les titres. Il a été déclaré irrecevable par le Parlement. Le projet portant révision de la Constitution n'a pas reçu l'avis favorable des 3/4 des députés, 60 pour, 22 contre et une abstention. Pendant ce temps, les populations de Glo-Djibé disaient oui à un autre projet. Elles adhèrent au projet de construction de l'aéroport de leur localité. Elles ont accordé leur violon avec le gouvernement. Les signaux du Bénin sont au rouge, alerte à la consommation de la viande en provenance du Brésil. Les autorités sont déjà à l'alerte. Bonjour et bienvenue et merci de prendre le départ avec nous pour cette session d'information. Elle ne sera pas révisée, du moins pour l'instant. La Constitution du 11 décembre 1990 reste intacte. Ainsi, on a décidé la représentation nationale par 62 voix pour, 22 contre et une abstention. Les députés ont rejeté le rapport de la Commission des lois sur la recevabilité du projet portant révision de la Constitution. Le garde des Sceaux, porteur du projet, et quelques députés rencontrés à l'issue du vote ont donné leurs impressions au micro de Jérôme Ongbo et Alexis Kenom. Évidemment, comme vous l'avez su et constaté, que cette décision est négative à la poursuite de la procédure de révision. Et donc le gouvernement va l'apprécier, va en tirer les conséquences qu'il jugera nécessaires. Ce qu'il faut concrètement dire, c'est qu'il n'y aura pas de débat sur l'approbation du projet. Ce qu'il faut dire, c'est que notre Constitution reste en l'état. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qu'elle a de vertueuse demeure, tout ce qu'elle a de difficultés demeure. Mais c'est un cheminement, c'est un combat, il se poursuivra. Nous sommes des êtres humains de liberté. Le libre arbitre est intrinsèque à l'être, est consubstantiel à l'être. Chacun a usé de son libre arbitre et c'est ce qui fait les grandes nations. Je pense que ce n'est pas une question de littérature ni de mathématiques, c'est une question d'hommes et de femmes qui à un moment donné se prononcent et apprécient. Il appartient à l'autorité politique de tirer les conséquences les plus appropriées. Je crois que le président de la République va les tirer et les membres de son gouvernement aussi. Si nous pouvons rentrer tranquillement aujourd'hui, c'est grâce à nous. Parce que la foule qui attendait, je me demande où est-ce qu'on allait rentrer si éventuellement on n'avait pas sauvé la face. La grosse surprise, c'est Mme Rosine Soglo. On n'avait pas compté avec elle. Mais aujourd'hui, ça a été une surprise agréable. Sinon, tout le reste, nous avons eu 2 défections, mais ça n'a pas changé la donne. Je crois que véritablement, nous venons de sauver le peuple. Parce qu'il faut être à l'écoute du peuple. Nous ne sommes rien. Le peuple est notre fétiche. Il faut respecter le fétiche. Et lorsque les gens disent que ce n'est pas opportun, ce n'est pas une manière de dire que nous n'avons pas besoin de changer la Constitution. C'est un besoin fondamental. Seulement, les priorités du moment. J'ai estimé que ce n'est pas normal qu'on fasse 2 poids 2 mesures. Et si on avait refusé en son temps que Yahi revise parce qu'on estimait que peut-être la question de mandat va se poser, il n'est pas normal aujourd'hui qu'on accède au projet si le mandat est touché. Les nombreuses contributions que nous avons reçues aujourd'hui pour faire évoluer notre loi fondamentale viennent de tomber à l'eau. C'est ce que ça veut dire. Les populations qui ont voulu que la première monture donc du gouvernement soit amendée, c'est eux qui ont échoué. Ceux qui ont voulu que la peine de mort soit abolie à travers notre Constitution viennent d'échouer ce soir. Ceux qui ont voulu qu'il y ait une discrimination positive au niveau des femmes afin que l'on puisse relever la qualité donc, de la participation féminine donc, au niveau de la représentation nationale. Et c'est ce message que le peuple va comprendre. Et je trouve qu'à quelque chose, malheur est bon. Et avant les débats en plénière au Parlement ce mardi, l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB, et le Conseil national du patronat, de la presse et de l'audiovisuel, le CNPA Bénin, après s'être réunis en assemblée spéciale, eh bien, ils ont tenu une conférence de presse pour formuler quelques suggestions sur le projet de révision de la Constitution. Leurs observations concernent les dispositions qui touchent la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC.
Enoch Moupati et Edmond Mbo. En tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant que responsable d'association, nous avons notre mot à dire. Oui, elles ont aussi leur mot à dire sur le débat du projet de révision de la Constitution, mais avec une particularité, les nouvelles dispositions touchant leur instance de défense qu'est la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. À travers cette sortie, les présidents des associations des professionnels des médias, dont l'UPMB et le CNPA, réunis en assemblée spéciale, louent les propositions de réforme affichées du président Patrice Talon, notamment celles qui tendent à assurer un peu plus d'indépendance à la HAC. Toutefois, elle formule quelques suggestions. 1. Il faut instituer l'élection de son président parmi les conseillers désignés par les professionnels des médias. Dans cette optique, nous proposons la reformulation de l'article 143, alinéa 1er actuel, nota bene, en tout état de cause. Le nombre de professionnels des médias au sein de la HAC ne saurait être inférieur à 70% de la composition de l'institution. Petit 2. S'agissant de la HAC elle-même, il est à noter que de toutes les institutions prévues par la Constitution du 11 décembre 1990, elle est la seule dont les membres ont droit à un mandat unique de 5 ans, ce qui ne favorise guère la transmission des expériences entre anciens et nouveaux conseillers. Dès lors, nous proposons un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Point 3. Les associations professionnelles des médias du Bénin suggèrent que la question de la dépénalisation ou de la décriminalisation des délits de presse soit réglée une fois pour de bon par la Constitution. À cette rencontre de suggestions, les questions ont eu leur réponse. En somme, les associations des professionnels des médias souhaitent pour la HAC 9 membres, dont 7 émanant de leur corporation, un désigné par le président de la République et le dernier par le président de l'Assemblée nationale. Et puis toujours dans les arcanes de la politique, parlons maintenant de cet ouvrage sur les juridictions constitutionnelles en Afrique de l'Ouest. Il émane de l'IDEA, entendez l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Il s'agit en clair d'une sorte d'analyse comparée pour évaluer le rôle du juge constitutionnel dans la pratique démocratique. L'ouvrage a été officiellement lancé hier à Cotonou. Ulvaïs Balogun, Jules Akwaïkou pour le compte-rendu. Les juridictions constitutionnelles des 15 pays de la CEDEAO au cœur d'une analyse comparée afin d'améliorer le fonctionnement de la justice et de renforcer la pratique démocratique. En toile de fond, l'office du juge. Désormais, la garantie des libertés fondamentales, désormais la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics, autant d'activités majeures qui sont assurées par les juridictions constitutionnelles. Comment cet office est rempli au niveau des différentes juridictions? Quels sont les défis qui nous attendent et qui nous interpellent, qui doivent nous aider à renforcer les bases de l'état de droit et de la démocratie? Je pense que c'est l'intérêt de l'ouvrage qui est lancé. Et pourtant, des interrogations persistent sur la garantie juridictionnelle des droits et libertés. Pourquoi avoir rendu peu visible ce qu'on peut considérer maintenant comme étant l'une des attributions en vogue des juridictions constitutionnelles? Je veux parler des compétences du juge en matière de garantie des droits et libertés. Cet ouvrage aurait pu tailler à la mesure de l'importance que prend cet office une part importante à cette attribution. Malgré tout, c'est un instrument de facilitation de la complexité du rôle du juge constitutionnel. Que ces éléments de réflexion et de partage d'expérience soient évoqués, c'est une opportunité qui nous permettra, à mon avis, de nous approprier nos expériences communes, voir les éléments que nous pouvons prendre chez les autres pour renforcer nos capacités dans le sens de renforcement de l'édification de l'état de droit et de la démocratie. Cet ouvrage pédagogique et instructif entend faire des juridictions constitutionnelles la clé de voûte de la paix, de la stabilité des institutions et de la légitimité des gouvernants. C'est une visite qui vise à s'enquérir des conditions de travail de la Grande Muette à travers ses démembrements dans le département de l'Alibouri. Le haut commandement militaire, avec à sa tête le chef d'état-major général des forces armées béninoises, a rencontré les forces de sécurité en poste dans le département, et cela pour tâter les difficultés auxquelles font face les agents sous son commandement. Firmin Bassao, Judika Elayina. Garnison du camp militaire de Kandi dans le département de l'Alibouri. Quelques mois seulement après sa prise de fonction à la tête du haut commandement militaire,
Le nouveau chef d'état-major général des forces armées béninoises vient doper le moral de sa troupe. Le moral de la troupe est au beau fixe. Et ça nous engage bien dans la perspective du message que nous leur passons, qui est de tout faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des personnels militaires en vue de leur permettre de mieux exécuter les missions que le pays nous assigne. Le haut commandement militaire touche ici du doigt les difficultés qui tendent à émousser l'ardeur des éléments du 7e BIA de Kandi. La toiture du magasin d'armes qui est dans un état désastreux et où il est quasiment impossible d'y séjourner en saison de pluie. Le domicile du chef de corps est dans un état de délabrement avancé, surtout la toiture du bâtiment qui coule de l'eau partout. Le garage du corps ne dispose pas de matériel de travail quand même la main-d'œuvre est qualifiée. Le manque de terrain de sport aux normes réglementaires pour permettre les entraînements comme il se doit en vue des tests de Covapi. C'est réel qu'ils aient des préoccupations. On a enregistré leurs préoccupations, celles pour lesquelles on peut donner des réponses sur le terrain, on les donnera immédiatement. Les autres qui demandent un travail plus pointu sont enregistrés pour être pris en compte dans les dispositions que nous allons prendre dans les mois et semaines à venir. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises invite la Grande Muette à toujours garder la neutralité qu'on lui connaît. On reste toujours dans le septentrion avec le conseil communal de Banikoara qui dispose désormais de son plan de développement communal 3e génération. Il a été adopté au cours de la première session ordinaire de l'année 2017. Firmien Bassao et Judicaël Ayena justement étaient à l'ouverture des travaux. Feu vert pour le plan de développement communal de Banikoara. Passé au vote lors de la première session ordinaire de l'année 2017 du conseil communal, le document est adopté sans aucune voix discordante par l'ensemble des élus. Son exécution demande la mobilisation d'un capital de plus de 14 milliards 500 millions de francs CFA. Tout serein, le maire Bio Sarako se dit également fier de l'adoption de ce PDC de 3e génération. L'élaboration du présent plan de développement communal est le résultat d'un long et édifiant processus dont l'heureux aboutissement traduit cette volonté affirmée et soutenue du conseil communal d'une part et d'autre part de la mobilisation et de la participation effective de tous les acteurs impliqués dans toutes les phases du processus. L'agriculture étant l'un des maillons clés pour le développement de la commune de Banikoara, le conseil communal semble avoir un regard bienveillant sur le secteur. Notre vision est la suivante. La commune de Banikoara est en 2027 une référence en matière de gouvernance concertée où les femmes, les hommes, les jeunes et les vieux s'appuient sur la promotion de l'agriculture et de l'élevage intégrés à la gestion durable de l'environnement pour jouir et accéder de façon équitable aux services sociaux et partager les profits tirés de l'exploitation des potentialités économiques. Outil précieux de planification et de gestion du développement local, le plan de développement communal 3e génération de Banikoara devrait permettre d'assurer aux populations de meilleures conditions de vie pour les 5 prochaines années. Et puis je le disais dans les titres, un oui, cette fois-ci à un projet du gouvernement. Les populations installées sur le domaine réservé à la construction de l'aéroport de Glodjibé disent oui au projet. Elles ont marqué leur adhésion au cours d'une séance de travail qu'elles ont eue avec le ministre des Infrastructures. C'était en présence du préfet de l'Atlantique, des maires, des communes concernées et des têtes couronnées. Et pour le compte-rendu de la télévision nationale, Rachidatou Biomaman et Alexis Segbéman. Le domaine du nouvel aéroport international de Glodjibé ne sera ni déplacé ni réduit. C'est l'essentiel à retenir de cette séance de travail entre le ministre des Infrastructures et les propriétaires des 3028 hectares devant servir à sa construction. Certaines personnes avaient demandé un retrait de 2 km. Je leur ai expliqué que ce n'est pas possible, que le site retenu ne changera pas et qu'on ne peut pas reculer
et je pense que l'assistance a compris et je peux me réjouir de cela. Toutefois, privilégiant le dialogue et la sensibilisation, le gouvernement rassure que le dédommagement sera fait dans les règles de l'art. Tous ceux qui sont aujourd'hui sur le périmètre et qui feront l'objet d'une expropriation seront dédommagés. Et il y a une procédure de relogement qui est prévue dans le projet. Le gouvernement s'attelle à mobiliser les ressources pour couvrir le financement des travaux ainsi que les charges liées au dédommagement des populations. Ceci sera fait dans les règles de l'art conformes aux lois de notre pays. Nous vous dirons que notre association nationale intègre toutes les commissions qui seront mises sur pied pour réfléchir sur les dispositions à prendre par rapport à ces populations que l'on veut déplacer. Où les envoyer? Que faut-il faire pour atténuer leur peine, leur douleur? Parce que ce sont des gens qui viennent dans le domaine depuis des siècles, qui vont se voir délogés et se retrouver ailleurs. C'est vraiment douloureux, mais nous allons prendre le courage de surmonter cette épreuve. Fini donc les mouvements d'humeur. Toutes les parties prenantes sont désormais prêtes à voir aboutir ce projet qui, rappelons-le, date de 1974. Il revient maintenant aux populations de rendre disponible le site avant l'arrivée de l'entreprise chinoise retenue pour réaliser les travaux. C'est une descente de terrain aux allures de visite de chantier, des chantiers conduits par le PUGEMU, le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a arpenté les rues en chantier pour en évaluer le taux d'exécution. William Choki. C'est une infrastructure qui sortira plus de 100 000 habitants de leur situation d'enclavement et aussi faciliter la mobilité. C'est le pont de Révier en plein chantier, un ouvrage de 240 mètres. Le taux d'exécution physique est estimé à 75%, un motif de satisfaction pour les autorités locales et aussi pour les responsables en charge des travaux. Aujourd'hui, nous constatons que le pont est déjà debout. Nous voyons déjà l'axe du pont et normalement, dans les meilleurs délais, d'ici 1 mois et demi, je pense que ça va être une réalité pour les populations de Révier et tous ceux qui passeront par ici pour aller à Ouida. C'est une grande joie qui nous anime aujourd'hui de voir l'avancée des travaux. Le pont est prévu pour être livré dès mi-juin 2017. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable constate aussi que les engagements pris sont respectés de part et d'autre. Je suis agréablement surpris de voir l'évolution et surtout de l'annonce de l'échéance. Ce faisant, tous les acteurs, le maître d'ouvrage délégué, le projet PUGEMU et l'entreprise auraient respecté chacun en ce qui les concerne leurs engagements. La mise en place d'infrastructures majeures résilientes a été aussi effectuée du côté est de Cotonou. Nous sommes ici, dans la zone de l'abattoir. 1200 mètres de pavage et de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales jusqu'à la hauteur du CEG à Blangandan. Puis 2,2 km de Dégacon au carrefour Abatro via Tchankpamé. Des ouvrages effectués en double tronçon de 7 mètres, chacun avec un terre-plein central. Vous voyez, on est là au début de la période pluvieuse, la saison des pluies, la période dans laquelle les populations ont beaucoup de peine à accéder à leur domaine. Et là, nous allons livrer à cette population-là des infrastructures vraiment neuves qui leur facilitent l'accès et qui désenclavent leur quartier. Ces différents chantiers conduits par le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain ont été lancés il y a à peine 1 an. 12 mois de travaux pour donner les signes de ville durable tant souhaités. Et cette interrogation à présent, quelles mesures prend le gouvernement béninois pour juguler les fuites enregistrées sur les plateformes pétrolifères de Sémé? La problématique a fait objet d'une conférence de presse conjointe du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Les deux ministres ont partagé avec la presse la synergie d'action gouvernementale pour venir à bout de cette situation à haut risque. Blaise Adampo, Rosemont Chapé. Jusqu'au 31 décembre. L'urgence pour le gouvernement de prendre des mesures pour éviter toute atteinte à l'environnement suite aux fuites constatées sur le champ pétrolifère de Sémé.
C'est le sujet au cœur de cette conférence de presse. Fin 98, début 99, c'était plutôt une installation qui était mise en arrêt, mais dans le cadre d'un long arrêt qui est censé reprendre. Donc vous imaginez que presque 20 ans après, il peut y avoir des dégradations puisque la façon dont ça avait été fait, ce n'était pas pour un arrêt définitif. Au moment où je vous parle par rapport à ce que j'ai vu, il n'y a pas à s'alarmer. Il y a des choses qui sont en place, mais d'autres, des mesures urgentes qui méritent d'être mises en place. Même si les fuites sont préoccupantes, une synergie d'action est engagée pour contenir les risques et éviter toute pollution marine. L'abandon de ces plateformes a été relativement surveillé par le département des mines jusqu'à présent. À court terme, c'est augmenter les rondes des forces navales pour surveiller le périmètre. Ensuite, reposer les balises sur ces 43 km² pour sécuriser ce périmètre et éviter que les opérations de pêche n'entrent dans ce périmètre-là. Et dans une deuxième phase, à moyen et à long terme, déployer vraiment le dispositif de démantèlement en commençant par un audit. Nous allons ensuite mettre en place le plan de gestion environnementale et sociale qui va accompagner l'opération de démantèlement. Les conférenciers ont salué l'appui de la République de Norvège à accompagner le Bénin dans la lutte contre la pollution marine. Et maintenant, retenez cette statistique, plus de 300 personnes sont sous dialyse au Bénin. La dialyse qui est en effet ce traitement onéreux consécutif à l'insuffisance rénale chronique qui attaque 12% de la population béninoise. Et au nombre des causes évoquées pour justifier une telle prévalence de l'insuffisance rénale et de la dialyse, la consommation des médicaments de rue, vente illicite de médicaments, la dialyse au bout du fil, c'est un sujet de Angela Pédia et Yves Godopessi. Environ 6 consultations sur 10 révèlent l'insuffisance rénale ici à l'unité d'hémodialyse du CNHU de Cotonou. Qu'elle soit aiguë ou chronique, l'insuffisance rénale est une maladie mortelle dont le traitement impose dans bien des cas la dialyse. La dialyse, c'est ce traitement qui consiste à débarrasser le sang de toutes les toxines qui s'y accumulent du fait de l'insuffisance rénale chronique, du fait que le rein n'arrive pas à débarrasser l'organisme, le sang, de toutes les toxines qui s'y accumulent. Au moins 350 personnes sont sous dialyse au Bénin et à la recherche des facteurs qui favorisent l'apparition de l'insuffisance rénale chronique, l'hypertension artérielle, le diabète mal équilibré, mal suivi ou encore l'automédication. L'autre chose qu'on observe, quand ils commencent le traitement et qu'ils sont à court de moyens, ils peuvent ou ils le font souvent des traitements parallèles. C'est-à-dire des traitements traditionnels. Ils peuvent acheter des médicaments au bord de la rue, sur conseil d'un voisin, d'un ami, et ne pas suivre le vrai traitement prescrit par leur médecin, le médecin spécialiste. Et ces pratiques ne pardonnent pas. Plusieurs victimes de l'insuffisance rénale rapportent d'ailleurs la consommation de médicaments de rue. De manière personnelle, si nous sommes allés dans la défense des consommateurs, c'est à cause de ce cas-là que nous avons vécu. Un jeune de 30 ans qui a pris un médicament qu'on appelle, je crois, Papa Monsoir, c'est un type de gens qui l'a consommé. Et les heures qui ont suivi, il a commencé par sentir des malaises. Mais vous savez qu'à moins d'une semaine, on a dosé sa créatinine qui est au-delà de 100 mg. Une semaine après, il est allé à 200 mg. Quand il est allé au service de dialyse, évidemment, on lui a fait croire que c'est un envoûtement, comme nous savons au Bénin. Il a fui, il a quitté l'hôpital, mais une semaine après, il est décédé. La lutte contre la vente illicite des médicaments est ainsi une urgence puisque la dialyse coûte environ 12 millions de francs CFA par patient et par an à l'État. Du point de vue commercial, les faux médicaments, la commercialisation des faux médicaments, je veux parler de la vente illicite, cause d'énormes manques à gagner à l'économie du pays. En même temps que ça crée des manques à gagner, au cas où ça pourra apporter une atteinte à la santé des populations, l'État serait obligé encore de sortir de l'argent pour prendre en charge ces cas de malades. Et les gens que nous pouvons citer aujourd'hui, comme des Béninois, sont en mesure de prendre en charge
la dialyse. Ce n'est pas possible. Donc encore c'est l'État qui supporte les frais relatifs à la dialyse. Entre autres mesures préventives contre l'insuffisance rénale chronique, une alimentation pauvre en sel, en huile et riche en fruits et légumes, bien sûr avec un exercice physique régulier. Attention à la viande dans votre assiette. C'est une alerte à la consommation de la viande en provenance du Brésil. Les signaux du Bénin sont au rouge. L'alerte fait suite au démantèlement d'un réseau de commercialisation de la viande impropre à la consommation. Koudous Abdoulaye, Mylène Fanou et Yves Agodopessi pour plus de détails. C'est une alerte contre la consommation de la viande en provenance du Brésil. Des échantillons sont déjà au laboratoire central de la sécurité sanitaire des aliments pour des analyses. Vous aviez tout à l'heure dans le congélateur essentiellement des produits constitués de saucisses, des cuisses de poulet, mais également des gésiers de dinde et de poulet. Un vaste réseau de commercialisation des viandes impropres à la consommation aurait été démantelé par la police brésilienne. Informé, le Bénin prend des dispositions pour mettre à l'abri les populations. Un communiqué conjoint du ministère de l'Agriculture et du ministère du Commerce est diffusé sur les ondes, appelant les Béninois à rester vigilants en attendant les résultats de l'analyse. Au bout de 112 heures, normalement, ce qui est arrivé la semaine dernière, déjà ce soir, nous aurons les premiers résultats. Et toutes les 112 heures, les résultats vont suivre. L'alerte est maintenue. Le Bénin a mis un embargo sur tous les produits carnés en provenance du Brésil. Voilà les différents types de châteaux que nous avons reçus actuellement. Une note de culture dans ce journal, rencontre des membres de la dynastie Korarou dans la commune de Kalalé. Il s'agit de retrouvailles qui s'inscrivent dans le cadre d'une mobilisation générale, mais également du renforcement des actions de ce regroupement social. La rencontre a connu la participation de têtes couronnées, dignitaires religieux, princes et princesses, puis autorités politiques. Reportage, Kadnel Kapbo, Aziz Alagui. Ils sont venus de partout, de l'ensemble du Barou béninois et nigérien. Les fils et filles de l'allié impérial Korarou de Niki réfléchissent aux voies et moyens pour une cohésion interne, mais aussi pour l'amélioration des relations avec les 4 autres dynasties de l'empire Batonou et Bo. Nous sommes réunis ici pour mieux nous connaître et nous voulons renforcer encore plus l'union des Korarou, Makararou, Bassimako, Karawe Sané, Lafiaro. La rencontre de Kalalé vient sonner le glas de la désunion et de l'anarchie. En un mot, nous sommes tous du même père, mais de mères différentes. C'est ça que nous voulons faire comprendre à tout un chacun de nous, de faire attention. Il n'y a pas à se chamailler. Après, nous allons nous retrouver avec les autres dynasties et tisser un seul bloc. Que chacun retourne son attention sur sa culture, puisque certains d'entre nous abandonnent leur culture au profit d'autres. N'agissons pas ainsi. Les origines et l'actualité des Korarou sont parcourues de fond en comble. L'autorité politique locale voit en cette initiative une ouverture favorable à la gouvernance mixte de la cité. Même dans l'administration moderne, nous ne pouvons pas faire fi de la présence de nos chefs traditionnels qui sont d'une grande utilité dans la mission que nous accomplissons tous les jours. À l'issue des travaux, une cellule communale est mise en place pour l'accompagnement de la cellule mère. Fin de ce journal. Merci de votre très aimable attention. L'information revient ce soir à 20h. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.